Bonsoir Antoine Page. Bonsoir Bernardin Dilo. Voilà, nous nous retrouvons à nouveau ici à l'occasion justement de cette marche qui a été organisée à la mémoire de Merveille Bazonzela, cette jeune demoiselle, cette jeune dame qui a été lâchement assassinée à Nkaï par les miliciens de Denis Sassou Nguesso sous le couvert de la gendarmerie. Alors, pour commencer, quelle est votre réaction par rapport à cet événement? Vous savez, lorsque j'ai appris la mort par violence policière de Merveille Bazonzela, parce qu'il faut bien dire son nom, j'ai eu un choc terrible. Si les gens qui me suivent se souviennent, j'ai souvent dit qu'il y avait une différence à faire entre les morts. La mort d'un certain Kalakala, Augustin, qui est un camarade de combat, n'est pas identique, n'a pas le même sens que la mort de ce petit enfant de la campagne congolaise qui refuse un cahier à l'effigie du dauphin supputatif du dictateur en place, le nommé Kiki. Cet enfant qui refuse le cahier et qui est tué pour ce seul motif, cette mort-là n'a pas la même signification que la mort, par exemple, de Régis Batola, qui duplique sur DVD les manifestations de la diaspora politique opposée au pouvoir en place. Ces différentes morts que j'ai citées ne sont pas aussi identiques que la mort des 13 de Chakona, c'est-à-dire des jeunes qui ont été tués, massacrés dans un commissariat de police pour je ne sais quel motif, dans la mesure où on est déjà dans les mains de la police, on est donc en sécurité, même si l'on doit répondre de quelques méfaits que ce soit. Alors la mort de Merveille m'a choqué, m'a fait très mal, parce que au motif du non-port de masque qui nous permet de lutter contre le Covid, ce Covid qui tue, au motif du non-port de masque, disais-je, Merveille est tuée. Et on apprend que les jeunes autour de Merveille, les voisins autour de Merveille, sur son lieu de vente, parce que c'est une petite qui se débrouillait, comme j'ai pu le dire un jour, dans une oraison funèbre relative à la mort de ma petite sœur. Merveille qui se débrouillait comme les femmes commerçantes pour essayer de survivre. Merveille vendait au marché, pas grand-chose. Et les voisines, les voisins, les jeunes autour ont dit aux policiers: tenez, nous avons 3 000 francs, nous avons 4 000 francs, nous avons 5 000 francs, puisque c'est l'amende que vous exigez pour le non-port de masque. Mais de grâce, ne l'embarquez pas, ne l'emmenez pas au poste. Merveille a été retrouvée mortellement blessée, grièvement blessée. Alors ça m'a choqué, ça m'a fait très mal. C'est une femme. Je vais vous dire aussi
que j'ai manifesté à la gare d'Aulnay-sous-Bois en juin dernier, parce que des policiers, des agents commis à la police ferroviaire avaient roué de coups une jeune dame africaine et on ne pouvait pas laisser faire. Alors si j'ai manifesté ce jour-là dans un pays de droit, comment ne pas exprimer mon indignation, comment ne pas prendre des initiatives pour que Merveille devienne le symbole des violences faites aux femmes, des violences policières faites aux femmes. Vous vous rappelez à juste titre dans vos propos presque la mémoire de Franklin Bukaka, car lui dans sa chanson Les Immortels, eh bien il le dit si bien, il le dit bien, toutes les morts n'ont pas la même signification. Eh bien c'est ce que vous venez de dire aussi là. Eh bien c'est parce que cette mort, la mort de Merveille Bozonzela n'est pas une mort comme toutes les autres, et que effectivement les Congolais de la diaspora se sont levés comme un seul homme aujourd'hui 10 octobre 2020 de la place du Château d'Eau à la place de la République pour manifester leur indignation. Mais sauf erreur de ma part, mais je n'ai pas vu un tel engouement, je n'ai pas vu un tel sursaut, je n'ai pas vu une telle réaction du côté du Congo-Brazzaville concernant par exemple les partis d'opposition, les leaders d'opposition. Rien ne s'est fait, sauf un Cali où on a vu des images où les populations se sont levées, les jeunes sont allés jusque dans l'enceinte de la gendarmerie pour manifester leur indignation. Où sont passés les hommes politiques de l'opposition congolaise? Est-ce que vous êtes avec eux ou alors nous, vous, Congolais de la diaspora, nous sommes comme des électrons libres qui votons comme ça, sans un support, sans un appui politique au Congo-Brazzaville. Où sont passés les Congolais, les hommes politiques congolais de l'opposition locale? Le pays va mal, vous savez, mon cher Bernardin, le pays va très mal. Que je n'ai jamais été le porte-voix d'une quelconque structure politique une tyrannie du Congo, ni d'un quelconque acteur politique congolais. Tout simplement parce que j'ai toujours nourri une défiance vis-à-vis de ceux et celles qui composent la classe politique congolaise. Et depuis très longtemps, depuis que nous avons mis fin au monopartisme en 1991, à ce jour, le champ politique congolais m'a toujours paru comme un marigot plein de crocodiles, plein de margouillas aux alentours, comme un panier à crabes. Vous mettez votre main et vous êtes pincé. L'histoire récente, l'histoire politique du Congo, récemment, donc depuis 1991, à ce jour, dévoile ce que sont réellement les acteurs politiques du Congo. On a eu la tragédie de 93. On a eu la tragédie de 97. Mais comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui, ce sont les civils qui continuent à trinquer, non plus directement par un massacre de masse, mais encore, on ne va pas oublier 2016, la région du Poul. Mais il y a un fait inouï, terrible, c'est que l'on touche maintenant aux individus qui n'ont rien à voir avec la politique,
Et c'est cela qui morifie, comme je disais tantôt, dans le sens à donner à la mort des uns et des autres. Cela morifie. Et je dis, la mort de Merveille Bazonzela, son assassinat par un corps institutionnalisé, un corps de police, et qui plus est la gendarmerie, où l'on trouve des lettrés, où l'on trouve des diplômés. On ne devient pas gendarme n'importe comment. Il y a une formation politique et intellectuelle. Il y a une formation policière. Il y a une formation militaire. Mais que ce corps-là soit responsable de la mort d'une jeune citoyenne, cela aurait dû ébranler la classe politique congolaise. Les hommes politiques du Congo, de la fameuse majorité entre guillemets, et de l'opposition constitutionnalisée, ou de l'opposition marginale, ou de la résistance, tous ces gens, tous ces acteurs politiques auraient dû donner le temps, auraient dû s'exprimer pour condamner avec la plus grande fermeté le décès de Merveille. Hélas, hélas, nous n'avons rien vu. Personne n'est monté au créneau. Et il se pourrait même que pendant que je vous parle, pendant que nous faisions notre marche de Château Rouge à République, il se pourrait qu'il y ait un homme politique de Brazzaville en séjour à Paris et qui n'a pas pensé, qui n'a pas daigné venir à cette marche. Pourtant, nous voyons ici, lors des événements, lors de certaines tragédies, la société civile qui marche, qui prend l'initiative d'une manifestation. Les hommes politiques viennent, non pas en tant qu'acteurs politiques, mais ils viennent pour montrer qu'ils sont de tout cœur avec le drame qui frappe la société. Et donc au Congo, des hommes politiques auraient pu passer derrière la société civile, auraient pu encourager la société civile à s'organiser, à manifester, à s'exprimer. Sinon, à défaut, ces hommes politiques auraient pu s'exprimer eux-mêmes à l'Assemblée nationale ou dans leur siège des partis politiques. Et voilà, le peuple est le dindon de la farce parce qu'ils se proclament toujours être les défenseurs du peuple. Ils prétendent donner le bonheur demain au peuple. Ils prétendent lutter contre la dictature au Congo-Brazzaville. Hélas, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous avez raison de dire que sous d'autres cieux, ce genre d'événement aurait mobilisé les hommes politiques. Nous avons nous-mêmes ici l'exemple dans ce pays qui est la France, lorsqu'il y a eu des attentats ici et là. Je citerai l'attentat de Charlie Hebdo, je pourrais en citer d'autres. On a vu les ministres se déplacer, le Premier ministre se déplacer. On a même vu le chef de l'État se déplacer parce que, en solidarité avec le peuple, ils se sentent le devoir de se déplacer, d'aller soutenir les populations. Mais curieusement, au Congo-Brazzaville, tout se passe comme si il n'y avait pas de chef, quoi. On a l'impression qu'il n'y a pas un chef d'État et qu'il n'y a pas un président dans ce pays. Effectivement, oui, on peut le dire. Hein. Je suis même certain que M. Denis Sassou Nguesso ne contrôle plus la situation. Je veux dire, je suis même sûr que ce n'est plus lui qui dirige le pays, parce que quand même, en tant qu'être humain, quand
sans perpétrer ces genres de crimes, il aurait pu monter quand même au créneau, ne serait-ce que pour mettre en garde ces milices, ou alors cette fameuse gendarmerie. Je ne pense pas qu'il s'agit vraiment, j'ai du mal à croire qu'il s'agit des membres d'un gendarme, mais je suis plutôt certain qu'il s'agit d'un cobra, voilà, de ces cobras qui ont été comme ça intégrés dans l'armée. Ces anciens miliciens. Ces anciens miliciens. Donc voilà un peu dans quel pays nous sommes, ce qui illustre vraiment l'état calamiteux de notre pays. Et c'est écœurant, c'est vraiment écœurant. Alors, mais par rapport à ça, puisque nous savons que avant Merveille Bazanzela, il y a eu d'autres crimes, il y a eu d'autres morts, vous avez cité tout à l'heure, et nous sommes même sûrs, et nous pouvons y croire, hein, ce n'est pas le dernier crime, parce que c'est un système qui vit du crime en fait. En fait, Du crime, du sang, et il s'agit du crime, de crimes de sang, de crimes économiques et autres. Ce système-là ne vit que de crimes. Mais au-delà, Bernardin, du système, hein, de tous ces défauts, de toutes ces caractéristiques liées à un système totalitaire. Au-delà de cela, la question que l'on se pose de ce grave dérapage de ce Congo qui va bientôt atteindre les tréfonds, vous dites bien, le chef de l'État congolais, le chef de cette junte au pouvoir au Congo, Brazzaville, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a toujours la maîtrise? Eh bien, Bernardin, je voulais vous dire, et je dis à tout le monde, qu'il y a une explication à cela. C'est que nous n'avons plus ce Denis Sassou Nguesso de 1979 à 1991, qui était plus jeune, ou disons qui était jeune, et donc qui contrôlait tout. La première, je ne sais même pas si je peux appeler ça une mandature, mais je veux dire, le premier épisode du passage du général Denis Sassou Nguesso à la tête de l'État congolais, c'est fait dans la maîtrise, dans le contrôle de tous les organes de l'État et particulièrement des services de sécurité, police, gendarmerie et milice compris. Rien ne pouvait se passer au Congo sans que Sassou Nguesso ne soit au courant, sans que Sassou Nguesso ne dise un mot. Soit il donne le feu vert, soit il condamne et il réprime. Il réprime. On se souviendra à la fin de la guerre de 1997, il fut un moment où il a autorisé que les miliciens se payent sur la bête, et à un autre moment, le même chef de guerre, le même Denis Sassou Nguesso a donné l'ordre d'abattre certains chefs miliciens ou certains cobras tout simplement qui n'avaient pas compris que leur chef suprême voulait maintenant la normalisation. Et on a assisté à des comment dirais-je, on a abattu des miliciens qui ne rentraient pas dans le rang, des combats qui ne rentraient pas dans le rang. Donc ce Sassou Nguesso là, il contrôlait tout. Mais aujourd'hui, vous voyez son âge? C'est le propre de toute dictature vieillissante. C'est le propre de toute dictature lorsque celui qui est à la tête a vieilli. Il ne contrôle plus rien. Il n'a que l'obsession du cordon sécuritaire autour de lui, de son espace vital.
Voilà l'obsession de M. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui. Ce ne sont pas les problèmes économiques, ce ne sont pas les questions de développement, ce ne sont pas les questions sanitaires dans le pays de quiétude, non. Le général vieillissant, Denis Sassou Nguesso, n'a que l'obsession de demeurer au pouvoir le plus longtemps que possible, de vivre encore comme il peut au pouvoir jusqu'à ce que la mort naturelle survienne et que son pouvoir lui fasse des fastes pour ses obsèques. Et donc, n'importe quel ancien cobra, n'importe quel soudard peut tuer à Kinkala, peut tuer à Bokosongo, peut tuer à Weso, peut tuer à Oando, peut tuer même à Oyo. C'est pas la tasse de thé du dictateur. Voilà comment le Congo, comment les Congolais sont maintenant une espèce en danger.